Chers amis, merci d'être là pour cette matinale Tocsin que j'ai le plaisir d'animer chaque vendredi matin. Nous venons d'entendre l'interview de Jean-Claude Poisat sur Prostec et là, on va changer totalement d'univers, absolument d'univers, parce que je voulais absolument parler depuis un certain temps des crypto-monnaies. Et qu'est-ce que c'est que cette bête bizarre? Et bien entendu, j'ai sollicité Maître Ronan Journoux pour nous en parler. Bonjour Maître Ronan Journoux, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien et vous? Ben, je suis en pleine forme. Je vous ai appelé parce que je me suis dit, j'aimerais que vous parliez ce matin, Ronan, de ces cryptos, puisque j'imagine que dans la communauté des téléspectateurs de la matinale Toxin, tout le monde ne connaît pas ou connaît très loin les cryptos. Peut-être que certains en ont, mais je voulais qu'on fasse un point global, puisque vous êtes avocat spécialisé dans les cryptos. Donc, c'est assez. Vous n'êtes pas nombreux, non, sur la place française, non? Ou quelques-uns déjà qui commencent à se monter là-dessus, dans ce domaine? Alors on est de plus en plus, Ouais. donc c'est un sujet qui n'est pas forcément facile d'accès. Donc au début, on était juste quelques avocats vraiment Hmm. spécialisés sur le sujet, hein. Il fallait quand même être un peu aussi connaisseur du Ouais. domaine pour pouvoir au mieux conseiller les clients. Mais bon, vu que l'adoption arrive de plus en plus, il y a de plus en plus d'avocats qui, Hmm. euh, qui sont capables de le faire, mais ça reste quand même encore un domaine de niche quand même. Donc Ouais, ouais. c'est difficile de conseiller ses clients quand on n'a absolument aucune idée de ce que c'est, ça c'est clair. Ouais, c'est pour ça que ce matin, je voulais absolument en parler et je trouve ça intéressant parce que la question qu'on va se poser ce matin, Ronan, c'est savoir est-ce que les cryptos ont un avenir, est-ce que les cryptos pourraient permettre à des gens lambda de se débancariser ou d'avoir des rendements un peu plus importants ou peut-être mettre à l'abri son argent aussi, parce qu'on voit la crise économique, on voit la taxation sur les rentes peut-être qui peuvent arriver. Enfin, on voit bien que le gouvernement cherche des milliards partout, donc peut-être que certains se posent la question de savoir si les cryptos peuvent être une espèce d'Eldorado pour essayer de sortir l'argent des banques et de se mettre. Bien sûr, il y a une législation, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et vous êtes là, vous, pour encadrer tout ça et conseiller les gens qui ont les cryptos. Une première question, Ronan, là-dessus. De quoi on parle lorsqu'on parle de crypto-monnaie? Rapidement, c'est une question bête, mais une question assez basique, hein, tout de même. Hein. Oui, alors je pense qu'on peut revenir très rapidement sur ce que c'est que le Oui, Bitcoin. Je pense qu'il ouais. faut revenir au commencement, hein. C'est assez simple en fait, hein. Ouais. C'est un système de paiement électronique, Mmh. voilà, qui permet à deux personnes de s'envoyer de l'argent, de la Mmh. valeur en tout cas, sans passer par une institution financière. Donc ça a été créé suite aux crises financières des subprimes Mmh. en 2018-2009, Mmh. en 2008-2009, et Mmh. donc qui a été créé en réaction à ça. Donc c'est effectivement toujours, il faut toujours le regarder en miroir par rapport Oui. justement à la gestion de l'argent public et aux crises financières qui sont arrivées. Oui, finalement, vous l'avez dit, hein, ça a été créé, ça a répondu à cette crise-là, qui a mis quand même le monde dans une crise financière sans précédent et la fermeture de banques. Enfin, ça a été quand même extrêmement violent, cette crise de subprimes. Et finalement, vous le dites, hein, c'est une réponse à ça, concrètement, en fait. C'est concrètement une réponse à ça, hein. Ouais. Ça a été créé pour permettre vraiment aux gens de ne plus Mmh. avoir besoin d'une banque ou en tout cas d'un intermédiaire de confiance, hein. Il n'y a pas que les banques qui font ça. Mmh. Voilà, permettre de gérer eux-mêmes leur argent, d'avoir leur argent à disposition, et s'ils veulent faire une transaction avec quelqu'un, ils le font directement avec cette personne et ils n'ont plus besoin justement de confier leur argent à une banque qui va elle-même prendre des Mmh. frais financiers importants, etc. Et qui ensuite fera intervenir beaucoup d'intermédiaires, hein. Quand vous envoyez de l'argent Ouais. euh, à quelqu'un, on ne se rend pas compte du nombre d'intermédiaires qu'il y a, Mmh. du nombre de banques qui sont impliquées. Donc, alors que là, on passe vraiment dans un système où il n'y a que deux personnes impliquées, la personne qui envoie l'argent et la personne qui la reçoit, Ouais. bien sûr les personnes qui valident les transactions au milieu, mais qui ne sont pas vraiment des intermédiaires. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle immédiatement de la blockchain. Alors, la blockchain, quand on parle de ça, souvent, on met les mains sur la tête. La blockchain, finalement, non, c'est ce chemin, en fait, c'est plus complexe que ça, mais c'est ce chemin, finalement, qui permet à deux personnes d'échanger de l'argent, des crypto-monnaies notamment, notamment du Bitcoin. Oui, exactement. Bon, après, c'est un système basé sur la cryptographie, hein. Mm, Donc, en fait, on va euh, encapsuler de l'information dans des blocs, on appelle ça des mm, blocs. Et donc, ces blocs vont être validés par des mm, mineurs, et c'est ce mm, qui va permettre de envoyer de l'information et donc de la valeur et donc de l'argent dans le cadre de la mm, crypto. Et mm, donc, qu'est-ce que c'est qu'un mineur? C'est une personne qui va mettre à disposition sa mm. force de Ouais. calcul, en tout cas pour le Bitcoin, c'est comme ça que ça se passe, et qui va permettre justement de valider ces transactions de manière automatique et de s'assurer que on a bien l'argent qu'on veut envoyer et que la personne qui veut recevoir l'argent la reçoit. Mm.
Oui, parce qu'en fait, vous avez, quand vous échangez d'une crypto-monnaie avec quelqu'un, il y a des confirmations qui se font au fur et à mesure de manière à ce que la crypto-monnaie, la somme de crypto-monnaie arrive bien dans le compte, sur le compte du destinataire. On va dire compte pour faire très simple, pour que ce soit plus simple. C'est ça, en fait. Et il y a des gens, il y a des confirmations assez nombreuses pour la transaction. C'est ça, c'est-à-dire que ouais, il va y avoir des mineurs qui mettent à disposition une force de calcul informatique, et donc ils vont devoir réaliser un certain nombre de calculs mathématiques, hein, qui sont à la Ouais, fois simples, mais à la fois très sécurisés. Et ouais. donc, les personnes qui vont arriver à valider cette opération informatique Mm, vont recevoir une récompense en Bitcoin, voilà, mm. qui varie tous les 4 ans. Voilà, effectivement. Et on va en parler de tout ça parce que on a entendu des choses assez étonnantes sur les médias, notamment ce fameux halving du Bitcoin qui arrivera, je crois, dans 9 jours, me semble-t-il, dans une petite dizaine de jours. Euh, Exactement. ouais, le halving, c'est quoi? Parce qu'on va en parler. C'est marrant parce que on en a beaucoup parlé dans les médias mainstream il y a quelques jours, finalement, parce qu'il y a eu une grosse poussée du Bitcoin. La valeur a augmenté, pour être très clair, pour être très simple. Et les médias ont commencé à se jeter là-dessus en parlant, bien sûr, de ce fameux halving. Qu'est-ce que c'est, Ronan, le halving? Euh, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut amener aussi pour le Bitcoin, pour le coup? Parce que là, c'est que le Bitcoin, hein. Oui, alors en fait, vous vous souvenez de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut toujours regarder un petit peu le Bitcoin en réaction par rapport à la gestion de l'argent public. Mm, On a bien vu qu'il y a une inflation monétaire, bon, mm. qui s'est multipliée ces derniers 10 ans, mais bon, qui a toujours un peu existé, hein, Ouais. depuis Mm, un petit moment. Et donc en fait, qu'est-ce qu'a voulu faire que Satoshi Nakamoto quand il a créé le Bitcoin? C'est d'avoir un actif qui soit déflationniste. Voilà. mm, Donc c'est-à-dire que les mineurs, comme on le disait, sont rémunérés à chaque fois qu'ils valident un bloc, donc une mm, transaction entre 2 personnes. Et mm, donc, tous les 4 ans, leur rémunération est divisée par 2 de manière automatique. mm, Donc, c'est tous les 210 000 blocs. En gros, c'est à peu près tous les 4 ans. Et donc, tous les 4 ans, ils gagnent moins. Voilà. Entre 2020 et 2024, ils gagnaient mm, 6,5 bitcoins à chaque mm. fois qu'ils validaient une transaction. Et à partir de dans 10 jours, ils en toucheront plus que la moitié, donc 3,25. Mm. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement, parce que c'est passionnant, l'histoire du Bitcoin. Qui a créé Bitcoin? On sait qui c'est concrètement, mais on ne l'a pas identifié. C'est ça. C'est intéressant, cette histoire. Elle est source de beaucoup de fantasmes, d'interrogations, de recherches, d'enquêtes. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Ronan, de cette création du Bitcoin, de l'identité du créateur du Bitcoin? Ouais, et juste, je termine juste ce que je voulais dire avant Oui, parce oui, que allez-y, allez-y. Ouais, et donc si on regarde justement, vu que c'est un actif qui est déflationniste, c'est pour ça ouais, que si on regarde tous les 4 ans, il y a des cycles de 4 ans sur le Bitcoin, ouais. c'est pour ça que tous les 4 ans, Mm, et ben, il atteint à chaque fois des nouveaux plus hauts. Alors c'est très ouais, volatile, donc ça va très vite à la baisse, mais ça va toujours à la hausse au final. Donc mm, c'est pour ça que le prix du Bitcoin a explosé et c'est pour ça que mm. c'est un actif déflationniste et c'est pour ça que c'est un actif qui a tendance à et qui s'apprécie, sur la durée, contrairement à l'argent public. Ouais. Ouais, ouais. Pour Alors, sur revenir la ouais, création du Bitcoin, ça, alors ça, c'est intéressant aussi ouais. parce que. À la création du Bitcoin, en fait, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est une personne, si c'est un groupe de personnes. Mm, Il y a eu énormément j'imagine que vous comprenez, énormément de personnes qui mm, sont aussi intéressées au sujet pour savoir ce que c'est. ouais. Il y a eu Mm, toutes les théories les plus sérieuses ou mm, farfelues qui ont circulé sur le domaine. On sait ouais. juste que voilà, il y a eu Satoshi Nakamoto, il y a eu d'autres personnes qui ont été impliquées. Fin 2008, début 2009, donc parce que de mémoire, c'est en janvier 2009 que Mm, les premiers bitcoins ont été minés et échangés. Pour l'instant, voilà, on ne sait toujours pas qui c'est. Personne ne pourrait vous dire exactement qui c'est. mm, On ne sait pas s'il est encore vivant, on ne sait pas s'il est mort. C'est une personne qui a totalement disparu de la circulation dans les années 2010 parce qu'on considère qu'il devait, vu le succès que prenait cet mm, actif, il ne pouvait plus se permettre d'échanger sur Internet avec d'autres mm, personnes. Il y avait un forum qui était spécialisé pour les cypherpunks mm, et c'est là où il s'est changé des informations là-dessus et il a complètement disparu de ce forum en 2010. Je pense parce que c'était une personne qui savait mm, qu'elle pouvait plus se permettre d'être opérée, on va dire. Mais on ne sait pas, voilà, si c'est une ouais. personne, un groupe de personnes pour le coup. Mm, Effectivement, il y a des gens qui peuvent penser que ça pourrait être créé par un organe étatique. ouais. Mm, ouais.
Ça n'a jamais été prouvé, ça. Ça n'a jamais été prouvé. Oui, je vais le dire parce que c'était Tom Benoît que j'ai reçu la semaine dernière sur notre sujet, effectivement, qui avait déclaré ça, notamment pour la réserve fédérale ou choses comme ça. C'est vrai que ça donne beaucoup, hein. Il y a beaucoup de suppositions là-dessus, hein, concrètement. Oui, mais après, moi, je suis assez pragmatique. Et en fait, Ouais, quand je vois le degré de ouais, connaissance en 2024 des banques mm, centrales comparé ouais, au Bitcoin, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'en ouais, 2009, elle n'aurait pas pu créer quelque chose comme ça. Et ouais, puis ensuite, ça n'a jamais été démontré. Et, ouais, et quand je pense pas je pense pas que les États-Unis aient eu envie de créer un concurrent au dollar, même si ça fonctionne pas exactement pareil, ouais. enfin, c'est pas concrètement, le dollar et le bitcoin sont très différents, je vois pas l'intérêt pour les autorités de permettre aux personnes de se débancariser Mm, et d'avoir mm, un actif ouais. voilà, dans lequel des dollars sont investis ou en tout cas des monnaies légales, quoi. Effectivement, c'est passionnant cette histoire du Bitcoin parce que ça a été pensé et on voit aujourd'hui que sa réussite est totale parce qu'on nous dit que le Bitcoin, ça fait des années qu'on nous dit que ça va tomber, que c'est surévalué, que c'est une bulle aussi, certains disent. Finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est pas tellement une bulle tout de même, hein. C'est une valeur et même, est-ce que c'est une valeur qui pourrait devenir plus rare que l'or, notamment avec ce fameux halving où la rémunération des mineurs va être divisée par deux d'ici une dizaine de jours? Est-ce que voilà, le Bitcoin va devenir de plus en plus rare puisqu'il y a un volume, c'est ça, Ronan, un volume limité, hein. Exactement. Alors moi, j'ai jamais considéré que c'était une bulle. Par Oui. contre, c'est un actif très jeune. Donc c'est un actif qui est de plus en plus adopté. Donc voilà, et tous les ans, il y a plus de personnes qui l'utilisent. Et donc c'est un actif qui va être forcément très volatile comme n'importe quel actif. Pardon. Si vous investissez dans une biotech ou une Oui. startup, ben, le prix de l'action va beaucoup fluctuer. Ben, c'est un petit peu Oui. pareil pour le Bitcoin qui est jeune et qui est de plus en plus adopté. Alors il faut juste regarder sur le long terme qu'est-ce que ça donne. Sur le long terme, on passe d'un actif qui valait 0,001 dollar à un actif qui en vaut 70 000 maintenant. Alors après, au milieu, ça peut varier. Bien sûr, il faut investir de l'argent qu'on peut se permettre Oui. de perdre. En tout cas, personne n'en a perdu sur le long terme. Personne n'a perdu de Oui. l'argent sur le long terme. En tout cas, c'est un argent, c'est un actif dans lequel il faut mettre de l'argent sur lequel on peut attendre avant de bénéficier parce qu'on ne sait pas si à court terme, ça va fluctuer à la hausse ou à la baisse. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, je me souviens plus de votre Non, mais question. ouais, ouais, je t'ai dit que ça pouvait être, est-ce que ça pouvait être un Ah oui, actif de ah plus oui, en oui, plus c'est ça. rare? C'est ça. Parce qu'on le met toujours en concurrence avec l'or, Ronan. On se dit, tiens, Ouais, l'or, ouais. c'est une valeur refuge, mais est-ce que le Bitcoin, finalement, on se rend compte que ça pourrait devenir aussi une valeur refuge peut-être plus précieuse ou plus rare, pardon, que l'or, finalement? Oui, alors voilà, ce qu'il faut savoir et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Voilà. bitcoins. En réalité, c'est même un peu moins et c'est encore moins si on considère tous les bitcoins qui ont été perdus par des personnes qui au début, Ouais. n'y faisaient pas forcément très attention ou alors Mm, qui ont perdu leur portefeuille digital, etc. mm, Donc, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, ça c'est sûr. C'est mm, marqué, c'est prévu dans le code source. Donc on sait que c'est encore plus rare que l'or parce que même si mm. l'or a toujours été depuis des milliers d'années l'actif de réserve par excellence, parce que Ouais. on ne peut pas extraire autant d'or qu'on veut, aussi rapidement Oui. qu'on veut. Enfin, là, Ouais. Mm, il fallait trouver des mines d'or, ensuite il faut mm, l'extraire, ça demande beaucoup d'énergie. mm, Voilà. On sait que mm. c'est quelque chose où, contrairement à l'argent public, où il suffit d'appuyer sur un bouton pour imprimer de l'argent, Oui. Mm. autant qu'on en veut, on sait qu'avec l'or, c'est pas possible. Donc c'est bien pour Ouais. ça que c'était pendant des milliers d'années l'actif de référence, et ça l'est toujours, même si maintenant il est en concurrence avec le Bitcoin. Donc Mm, je dirais que le Bitcoin est quelque chose qui est plus rare que l'or, en tout cas, parce mm, qu'on sait qu'il n'y aura pas plus de 21 millions, il n'y aura pas des nouveaux mm, Bitcoins qui vont être créés, etc. mm, Ensuite, euh, voilà, l'avantage de l'or comparé au Bitcoin, c'est que l'or a un historique de milliers d'années, et donc mm. on sait ce que c'est, on sait comment ça marche. Oui. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de choisir soit l'un soit l'autre, on peut avoir les deux, et c'est très bien comme ça. Mm, Euh, donc voilà, après le Bitcoin a potentiellement mm. une augmentation de valeur qui est beaucoup plus importante vu que c'est un actif beaucoup plus jeune. Alors après, Ouais. l'or, comme je disais, est quand même quelque chose où on a un historique qui est beaucoup plus important. Donc voilà, il ne faut pas mettre non plus tout son argent dans le même actif, c'est sûr.
Alors, on en avait discuté il y a quelques mois, Ronan, et merci d'être là ce matin. Ronan Journoux, avocat spécialisé en crypto-monnaie. Et bien sûr, je le dis, que c'est ici, c'est pas une émission de conseil d'investissement, bien entendu, c'est une présentation de la crypto-monnaie dans une interview avec Maître Ronan Journoux. Vous aviez tweeté il y a pas longtemps, vous disiez, il y a des jeunes qui se font des fortunes actuellement, c'est démesuré. Jamais dans l'histoire pré-crypto, les jeunes ont eu l'opportunité de gagner autant d'argent aussi vite. Ils ridiculisent littéralement tout les fonds d'investissement qui sont verts de rage. Il y a des gens qui ont quand même beaucoup de pognon concrètement avec ces cryptos. Pas tout le monde, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Hein, c'est pas le veau sacré, mais tout de même, vous avez, vous, peut-être des clients ou des gens finalement que vous connaissez qui ont beaucoup d'argent très jeunes et qui essayent de faire avec aussi. Oui, oui, bah alors après, moi, les gens qui viennent me voir, c'est les gens qui ont réussi, bien évidemment. Sinon, quand Ouais. on a perdu son argent, on va pas avoir un avocat Ouais. sur ce point-là. Ouais. Mais en fait, c'est un sujet qui passionne les jeunes. En fait, Ouais. ils ont accès à des classes d'investissement qui leur plaît et qui Mm. leur permettent de gagner beaucoup d'argent. Et c'est très simple, en fait. C'est très, très simple. Et en fait, Mm. c'est quelque chose où ils ont accès à une connaissance que n'ont pas les personnes qui sont plus âgées et qui, pour eux, Ouais. ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que la finance décentralisée, qu'est-ce que c'est que Mm. des cryptos, etc., comment on génère de l'argent, etc. Alors que les jeunes s'y intéressent énormément et ils passent beaucoup de temps. Et donc, ça permet à beaucoup de personnes voilà, d'avoir accès à des fortunes qui sont absolument incroyables. Hein. On parle de personnes qui ont entre 20, 25, maximum 30 ans, mais c'est Ouais. quasiment 25 ans et qui peuvent générer quelques millions assez Ah facilement. ouais. Donc, mais Ouais. après, il y a aussi beaucoup de gens qui en perdent. Et je n'ai accès avec des gens qui ont réussi. Mm. Mais bien évidemment, il y a des gens qui perdent de l'argent là-dessus, ça c'est sûr. Bon, on imagine que c'est une vraie connaissance du secteur. Déjà, vous l'avez dit, de l'aspect technique, blockchain, crypto, ce que c'est. Et puis après aussi du secteur, parce qu'il faut investir dans des cryptos qui sont portés par des projets. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail des cryptos, les mêmes coins, l'IA, RWA, mais finalement, il y a quand même souvent des projets derrière qui sont portés par des tokens. Et parfois, c'est des entreprises start-up notamment qui lancent des choses géniales et le cours du token prend de la crypto. Prend des proportions incroyables aussi. C'est une vraie connaissance aussi. Il y a une vraie connaissance, une vraie culture aussi de ça. Ah, il y a un vrai travail, il y a un vrai travail à faire, hein. Mm. Ça prend beaucoup de temps et puis il faut avoir un profil psychologique qui soit adapté. C'est-à-dire que Ouais. faut pas avoir peur de prendre des risques, Mm. et puis il faut pas avoir peur de s'intéresser à ce sujet. Mm. Et de toute façon, investir, c'est jamais facile. Il y a des Ouais. profils, il y a des gens pour lesquels c'est plus facile que d'autres, hein. Il y a des gens qui ont pas envie de prendre autant de risques et des gens qui sont plus, qui ont une appétence au risque qui est beaucoup plus élevée. Mais c'est Mm. vrai que les gens qui gagnent beaucoup d'argent là-dedans, c'est des gens qui passent du temps, en fait, et qui s'y Mm. intéressent. Pas forcément investir dans quelque chose qui a beaucoup de fondamental, hein, pour le coup, Ouais, parce ouais. qu'il y a Mm. beaucoup de gens qui Ouais, gagnent ouais. de l'argent sur des choses qui n'ont pas de Oui, fondamental, mais en tout cas oui. qui ont fait le travail pour savoir que cet actif va beaucoup augmenter. Mm. Après, il faut avoir une allocation par portefeuille qui est, mmh, qui est suffisamment équilibré. Bon, bah, ça, de toute façon, c'est tous les conseillers Mm. en investissement vous le diront. Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre d'avoir un portefeuille très, très risqué parce que vous Ouais, pourrez vous en remettre s'il y a un ouais. souci. Que si vous avez 50 ans et que vous avez toutes vos économies dans un actif super Ouais. volatile, vous perdez tout, là, Oui. vous allez jamais vous en remettre. Donc, Mm. c'est pour ça que les jeunes ont une appétence au risque qui est beaucoup plus élevée et qui vont se Mm. permettre d'aller acheter des cryptos qui sont très, très volatiles, Mm. mais dont le rendement, voilà, montant risque, Mm. peut être énorme, voilà. Mm. Mais après, il y a beaucoup d'autres personnes et c'est la majorité des cas dans la crypto qui ont un portefeuille qui monte tous les 4 Mm. ans de manière, très, très importante comparée aux actifs traditionnels, mais quand même, de manière tout à fait raisonnable. Je voulais qu'on parle aussi de cette finance décentralisée parce que c'est intéressant aussi de se rendre compte que pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde des cryptos, on voit des projets aujourd'hui où on tokenise, c'est-à-dire que j'ai vu des projets sur l'immobilier où on peut acheter des tokens sur une crypto et finalement posséder
une part d'une société immobilière dans le monde entier. Enfin, je veux dire, il y a ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains projets ou beaucoup de projets où il y a quelque chose derrière. Alors, pas physique parce que vous n'avez pas accès aux biens immobiliers que vous achetez ou que vous détenez par rapport à vos cryptos. Mais je veux dire, ça se réalise dans le concret. C'est ça aussi la crypto-monnaie, hein, aussi. Hein. Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment de tout. Mm, C'est voilà, c'est une nouvelle technologie qui peut être utilisée pour faire des choses extrêmement sérieuses ou faire des choses mm. beaucoup moins Oui. sérieuses. Ça, c'est clair. Alors, effectivement, il y a tout ce processus de Mm, tokenisation des actifs, mm, qui, dans certains cas, est extrêmement pertinente, dans d'autres, un peu mm. moins. Alors, effectivement, il y a l'immobilier. Le problème de l'immobilier, c'est qu'on a une législation Oui. qui bloque ça en France totalement. Ça Mm. n'a aucun intérêt de tokeniser de l'immobilier pour Ouais. l'instant. Mm, Après, pourquoi pas acheter des parts de FCPI mm. directement, Oui, c'est oui, un peu oui. pareil. En fait, il faudrait que le législateur permette cette tokenisation immobilière. Alors, je sais qu'il y a des projets aux États-Unis, par exemple Realty, où Oui, réalité, oui. il y a beaucoup Mm, de Français voilà, qui ont accès à l'immobilier tokenisé aux États-Unis et qui ont des rendements extrêmement intéressants. mm. Euh, voilà. Après, le cadre légal est quand même pas très clair, la fiscalité est pas très claire. Mm. Donc voilà. Après, Et oui, il y c'est a ça. Ouais. Allez-y, finissez Ronan là-dessus. Oui, après, oui. oui, après, il y a plein d'autres secteurs de tokenisation. Je pense notamment au domaine de l'art. Mm, Effectivement, voilà, si on, voilà, on va diviser un Picasso en 1 million de tokens, et puis comme ça, chacun pourra permettre mm, d'acheter une partie d'un Picasso, alors que bon, bah, le commun des mortels ne peut pas mm, forcément acheter un Picasso pour pouvoir mm, s'exposer au milieu de l'art. On peut à la fois tokeniser des œuvres physiques, ou alors bah, il y aura une tokenisation d'œuvres purement digitales. Hein. Voilà, mm, l'art se digitalise de plus en plus. mm. Et sur ce point, on peut voilà, tokeniser n'importe quel type de marché. Alors, il Ouais, y en a ça sur veut dire que pour quelques euros, Ronan, finalement, quelqu'un que la plupart du commun des mortels a commencé par moi, les Picasso, c'est juste inabordable, mais on peut finalement, avec quelques euros, accéder à un projet ou du moins avoir une part infime d'un projet qui amène des rendements aussi, parce que le but, c'est ça derrière aussi. Ce n'est pas Oui. que de la philanthropie. Hein. Bah non, 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 c'est effectivement quelque chose qui apporte un rendement. C'est voilà, Mm, une œuvre, soit ça prend mm, de la valeur, soit ça en prend pas. Mais en tout cas, en mm, général, les œuvres très connues, ça prend de la valeur. Et donc, ça mm, permet justement avec 50, 100 euros, 200 euros ou 1000 euros, enfin, ça dépend mm, de plus, hein, ça dépend des capacités de chacun. On peut s'exposer à un marché sur lequel on n'aurait pas pu s'exposer. Voilà, mm. le marché de l'art, c'est quand même un marché qui appartient à une certaine élite. C'est un Ouais. marché qui est très, très Mm, liquide. C'est un marché mm. qui est tenu par 4 ou 5 personnes en France. Ouais. Euh, Ouais. c'est un marché qui, grâce à la tokenisation, peut justement se démocratiser au grand public, Mm. plutôt qu'être réservé à une élite Ouais. financière, à quelques marchands d'art, des galeries. Et puis nous, on n'y a pas accès parce qu'on ne peut pas mettre 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 1 million Ouais. dans un tableau. Mm. Ouais. Alors, je voulais qu'on me pose cette question aussi. Alors, je vous invite d'ailleurs, chers amis, si vous êtes sur X, sur Twitter, anciennement Twitter, de vous suivre, Ronan, sur X, parce que vous envoyez pas mal d'informations, de conseils juridiques aussi, bien entendu, et parfois des tweets qui me font bien rire, d'ailleurs, je dois le dire. Celui-ci, notamment, Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là et tu n'as toujours pas acheté de Bitcoin. Je trouve ça, c'est un humour que j'aime bien. Voilà, c'était une introduction à la question. L'État français aujourd'hui, est-ce qu'il est un peu en retard sur les crypto-monnaies, sur la fiscalité, sur la réglementation, notamment? Il y a la flat tax, rapidement, c'est-à-dire que vous allez nous expliquer. Non, mais est-ce que l'État français, il est un peu à la traîne de ce marché-là aujourd'hui, selon vous, ou pas du tout d'ailleurs? Non, je dirais qu'en France, on a eu la chance d'avoir des députés qui étaient très favorables à la crypto, Mmh. Ouais, voilà, depuis 7 ans. ouais. Euh, donc, ça a permis de mettre en œuvre au moins une législation fiscale qui soit claire et qui Mmh. soit un minimum avantageuse, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire toutes les opérations que vous voulez en crypto, vous Mmh. ne serez pas imposé tant que vous ne le convertissez pas en euros. Donc, Ouais. et ça, c'est déjà pas mal, parce que Oui. si on est taxé comme dans certains pays sur chaque transaction en crypto, ce serait juste un enfer fiscal, et Mmh. c'est le cas dans Ouais. plein de pays dans le monde. Donc, au moins, ça, c'est pas mal. Alors après, on ne gère pas un État comme on gère son portefeuille. Mmh. Je peux Ouais. comprendre
que l'État va pas mettre plein d'argent dans des actifs qui ont à peine 10 ans. Donc, parce qu'on Ouais. on leur reprocherait si demain le Bitcoin, voilà, il s'avérait que c'était une énorme arnaque et que voilà, bon, Mm. ça ne devrait pas arriver, mais Ouais. donc il faut faire attention. Alors après, je pense quand même que nos élites financières ont quand même un manque cruel de connaissances sur ce que Mm. c'est encore. Ils font pas l'effort de s'y intéresser, que ce soit les banquiers centraux, que ce soit au niveau européen ou que ce soit nos ministres. Alors après, ils n'ont pas que ça à faire, ça je comprends Mm. très bien. Mais il y a quand même encore un manque de connaissances très important sur ces sujets-là qui sont quand même importants. Voilà, donc voilà, voilà, l'État a toujours acheté de l'or, Mm. voilà, Oui. et il a toujours eu des réserves de valeur, donc pourquoi pas le bitcoin un jour? Donc le plutôt ce D'ailleurs, serait il y a des pays qui ont commencé à le faire, hein, un pays de sud-américain, je ne veux pas dire une bêtise, je fais le Panama ou un des deux, je ne sais plus lequel c'est, qui oui, a carrément. oui, oui, c'est le El Salvador. Ah, El Heu, Salvador, pardon, oui, c'était El Salvador, ouais. Mm. Puis après, il y en a c'est marrant parce qu'il y en a d'autres qui en détiennent, Ouais, suite à des saisies. Donc les États-Unis qui ont beaucoup de bitcoin suite à des saisies, par exemple, sur, ouais, ouais. mais après Ouais, après ils les revendent. Ils les ouais. gardent pas. Ben oui, oui. Alors, j'ai encore 5 minutes ensemble. Merci, Maître Journou, d'être là avec nous. Merci en tout cas de nous suivre. Si la crypto vous intéresse, je pense que c'est un entretien qui permet de survoler tout ça. Et bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, vous le savez, c'est simplement une interview pour présenter ce qu'est la crypto-monnaie. Et surtout, on va rentrer là-dessus. Deux questions encore. 20 000 foyers auraient déclaré des plus-values crypto en 2021. Et vous disiez sur Twitter, on se demande si 8% des Français détenaient les cryptos en 2021. Cela fait, selon KPMG qui disait que 8% des Français détenaient les cryptos, ça ferait à peu près 5,4 millions de Français. Finalement, on sait à peu près combien de Français, grosso modo. Donc, vous disiez, donc si jamais le rapport c'était celui-ci, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui avaient oublié de déclarer des trucs. Voilà, mais on sait à peu près combien de Français aujourd'hui qui possèdent la crypto en France ou pas? Bah, on estime que c'est entre 8 et 10 de la population, donc à D'accord. peu près le chiffre que vous avez dit. Ouais. Alors moi, c'est des spécialistes qui ont fait ça, ou il y a eu différentes études, hein, que ce soit par KPMG ou alors Mm. par des sondages, et cetera. Voilà, on estime que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de personnes qui détiennent de la crypto que des actions, sur le soit, Ouais. de société. Donc voilà. Alors après, effectivement, il y a comme le peu de plus-values qui ont été déclarées résulte aussi du fait, de ce que je vous ai dit. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas à déclarer de plus-value tant qu'on garde son argent Ouais. dans la crypto. Ouais. Donc, Oui, oui. pas Mm. parce qu'on est dans la crypto qu'on doit déclarer. Oui. Là, un chiffre qui serait beaucoup plus, ouais, auquel l'administration a accès, mais que nous n'avons pas accès, c'est que peu importe, par contre, si on a fait des plus-values, on doit déclarer ses comptes crypto. Donc, Mm. Oui. et Oui. donc, le nombre de personnes qui ont déclaré des comptes crypto donne une meilleure aperçu de ce que c'est, et donc le Mm. chiffre doit être beaucoup plus important. Alors après, Mm. comme dans tout, il y a forcément des gens qui n'ont pas déclaré et qui ont fait ça, hein, mais ça, c'est comme dans tous les domaines. Mais le Mm. peu effectivement, de plus-value déclarée, ça résulte aussi du régime fiscal français qui permet de pas Mm. déclarer tant qu'on n'a pas converti en euros. Mm. Alors, on va parler encore deux petites questions là-dessus. On va parler de débancarisation, mais surtout, BlackRock. On connaît bien BlackRock ici sur ce média. On en parle assez souvent sur divers aspects. BlackRock s'est lancé aussi dans les cryptos, Bitcoin, RWA. Pour faire simple, grosso modo, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, selon vous, Ronan, que BlackRock et d'autres fonds d'investissement commencent à s'y intéresser, ou est-ce que c'était un peu attendu finalement? C'était forcément attendu, hein, Mm. ça c'est clair. Bon, alors après, c'est vrai que ça fait une certaine dissonance avec la philosophie, voilà, originelle, du bitcoin, hein, Mm. qui était censé justement s'affranchir des banques et qui maintenant est saisi par ces entités. Alors après, bon, ces fonds d'investissement, bah, ils ne font que répondre à une demande de Ouais. personnes, pour lesquelles c'est peut-être un peu trop risqué, si on est des professionnels, ou alors si on manque de connaissances, si on est un particulier, d'acheter directement des bitcoins et les garder soi-même. Alors parce que ça Ouais. pose vraiment beaucoup de problèmes de sécurité. C'est sûr que moi, Mm. si je suis en fonds d'investissement, que j'ai envie d'exposer mes clients, à la crypto, la problématique qui était fondamentale ces dernières années, c'était: «Oui, mais au niveau sécurité, je fais quoi? Je fais quoi si Mm. si, je me fais voler mes bitcoins? Je sais pas si je me fais hacker, si Ouais. je perds mon portefeuille digital, j'ai Mm. perdu tout l'argent de mes clients». Et en Ouais. plus, il y a aucune assurance qui va m'assurer pour les cryptos Oui. actuellement, donc ça a Mm. été un problème.
Ouais. mais de plus en plus résolu. Maintenant, il y a des assurances. Maintenant, voilà, Mmh. il y a il y a des professionnels qui gèrent la sécurité, et cetera. C'est pour ça qu'ils se permettent d'arriver maintenant. Mmh. Moi, Mouais. je suis assez neutre sur ce point. Ouais. Voilà, si des gens veulent investir, dans le bitcoin, mais qu'ils ne veulent pas le faire directement, et ben, qu'ils passent par un fonds, Mmh. heu, ça me va très bien. Alors après, on verra les conséquences que ça a. Mmh. Je suis pas un expert des marchés financiers, donc ça, Ouais. je pourrais pas répondre à cette question. Ouais. Est-ce que c'est un cours? Est-ce que ça va leur permettre de manipuler le cours ou pas? Je pourrais Ouais. pas vous dire. Si on est Mmh. dans le cadre d'un ETF, en fait, normalement, il y a pas de manipulation. C'est juste que ça Ouais. réplique le cours d'une crypto, et puis après le volume augmente en fonction de la demande. Ouais. Ouais. Je Ouais, ouais. pour le coup, je vois pas pourquoi il y aurait une manipulation sur ça. Alors après, je suis pas D'accord. Ouais, ouais. un expert, donc je pourrais pas répondre de manière plus Non, pertinente mais à ça. c'est toujours intéressant, d'en parler. Dernière question, Ronan, là-dessus. C'est une question qui intéresse forcément nos téléspectateurs ce matin. C'est est-ce que les cryptos à moyen ou long terme pourraient-elles permettre finalement de se débancariser, de sortir des banques au vu de la situation économique, au vu de ce qu'annonce le gouvernement fiscalement, et c'est de plus en plus inquiétant pour des millions de ménages français. Est-ce que ça peut être le cas ou pas, pour le coup, Ronan, là-dessus? Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai instrument pour se débancariser, ça c'est clair. Mmh. Si on n'a pas totalement confiance dans les banques, sur leur fragilité, et cetera, et Mmh. si un jour une autre crise, Mmh. se présente, Mmh. effectivement, c'est un bon moyen de se débancariser, parce qu'à partir du moment où on en achète et qu'on l'isole Mmh. sur son portefeuille personnel, Mmh. heu, il suffit ensuite de mettre, 2-3 basiques de sécurité pour pouvoir, voilà, le Mmh. sécuriser, et en fait, on ne dépend plus du tout des banques à partir du moment où on fait ça. Donc Mmh. effectivement, c'est un moyen, ultime de se débancariser avec, effectivement Mmh. avoir de l'or, et cetera, mais bon, en général, l'or, bah, en petite quantité, on peut peut-être le garder chez soi, et encore, c'est pas Ouais, incroyable. ouais, ouais, Heu, ouais, ouais. mais moi, la crypto, on peut la garder chez soi, avec, Mmh. voilà, un processus de sécurité qui est très simple à mettre en œuvre, et voilà, mais on Mmh. l'a chez nous, et puis on est totalement débancarisé, et donc on peut en mettre une partie, et puis voilà, un petit peu comme détenir de l'or ou de l'argent, Mmh. voilà, c'est tout à fait adapté, et ça a été créé pour ça justement, donc Mmh. effectivement, c'est tout à fait possible si on n'a pas une confiance absolue, dans le système. Alors Mmh. après, comme vous l'avez dit, hein, il y a la loi, et la loi, Oui. on est censé la respecter. C'est-à-dire que vous pouvez le garder, sur un portefeuille, et puis vous avez rien à dire à l'administration, Mmh. sauf à déclarer votre compte, sur une Ouais. plateforme. Si vous avez un compte sur Coinbase, Binance ou autre, Mmh. Mmh. ça vous devez déclarer, mais vous n'avez pas à déclarer le montant que vous avez. Vous n'avez pas à déclarer de plus-value si vous n'en faites pas. Donc voilà, Mmh. c'est la seule chose que vous aurez à déclarer, votre compte à Mmh. l'administration, et puis ensuite vous gardez vos économies en crypto, Mmh. et puis vous êtes totalement débancarisé, sur ce Mmh. point. Ben voilà, je pense qu'on a tout, enfin on a fait le tour, non, on a fait un tour rapide parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, bien entendu. Maintenant, charge à vous, chers amis, de suivre déjà Maître Journoux sur son compte Twitter, parce qu'il y a pas mal d'infos pour ceux qui veulent comprendre. C'est assez pédagogique. Je vous invite à le suivre, et bien entendu, à voir après, en votre âme et conscience, d'investir ou pas. Voilà, chacun fera bien ce qu'il veut. Merci, Ronan, merci, Maître Journoux, donc d'être venu ce matin sur Toxin pour nous avoir éclairé sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies et sur le cadre légal, bien entendu, de cet investissement. Merci beaucoup, Ronan. Merci Nicolas pour votre invitation. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous.